Non, bah, j'avais prévenu il y a quelques jours, hein. Lors des 2 ou 3 derniers montages de mes vidéos, je commençais à avoir ma coupe de cheveux qui partait en couille. Sachant que les cheveux, déjà que c'est quelque chose qui à la base me casse les couilles, mais vraiment très très fort, j'ai juste décidé de repasser en mode Choupi ID. Donc aujourd'hui mes amis, j'avais envie de revenir sur un sujet que j'avais déjà abordé dans une vidéo précédente il y a genre 2 ans ou 3 ans, je sais plus trop, ça fait un petit moment maintenant. J'avais déjà abordé ce sujet, mais je trouve que j'avais vraiment négligé beaucoup de choses, j'avais pas donné assez d'arguments. Voilà, en retournant sur ma vidéo, je trouve qu'elle manquait de beaucoup d'informations. Ventirad ou water cooling, lequel correspondra le plus à vos attentes? Parce qu'il faut savoir qu'il n'y en a pas vraiment un des deux qui est mieux que l'autre, ça dépendra surtout des situations. Moi je porte à dire que voilà, un water cooling peut toujours être plus intéressant parce qu'il y a souvent un petit gain de refroidissement en plus, et en plus de ça, bah, ça fait moins de bruit. Sauf si évidemment vous vous tournez vers une marque de merde et que du coup bah, votre pompe elle fait le bruit d'un avion. Mais du coup voilà, aujourd'hui je vais vous expliquer vraiment les différences entre un Ventirad et un water cooling, lequel correspondra le mieux à quel type de config, quel type de boîtier. C'est vraiment un des sujets intéressants aujourd'hui. Et qu'il faut savoir qu'il y a des boîtiers où un Ventirad sera pas efficace du tout et au contraire un water cooling fera parfaitement le taf. Comme à l'inverse où il y aura des boîtiers où un water cooling servira pas à grand chose de plus qu'un Ventirad et où là on pourra se contenter d'un Ventirad. À savoir que la toute base du flux d'air, elle est créée par la ventilation de votre boîtier. Après, en fonction de ce que vous allez mettre dans votre boîtier, évidemment ça va changer un petit peu. Il va y avoir des obstacles en plus dans votre boîtier, il va y avoir des ventilateurs en plus, il va y avoir plein de choses qui fait que le flux d'air va changer. Et du coup, comme je viens de le dire, pour savoir comment gérer son flux d'air, comment le modifier, il faut déjà étudier à la base comment il fonctionne. Donc celui qu'on va retrouver le plus couramment, c'est le flux d'air horizontal. La plupart des boîtiers le proposent, c'est-à-dire que vous allez avoir des ventilateurs en façade, 2 ou 3, voire un pour les boîtiers un petit peu plus radins, on va dire. Ceux de l'avant vont aspirer de l'air extérieur pour le faire rentrer dans le boîtier. Et celui de l'arrière, ce qu'il va faire, c'est qu'il va extraire cet air qui entre-temps est devenu chaud. Puisque avant de rentrer dans votre boîtier, bah, il était à température ambiante de la pièce. Donc si de base vous avez une pièce dans laquelle il fait 40 degrés, forcément ça va être de l'air chaud qui va rentrer dedans. Mais du coup, si votre pièce est à bonne température, l'air qui va rentrer dedans va être frais et va se mélanger à l'air chaud de l'intérieur du boîtier. Si c'est bien géré, votre flux d'air il sera frais en continu. À ce moment-là, le mieux à faire en fonction de votre processeur, ça va être de mettre un Ventirad au milieu de ce flux d'air. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que si vous le mettez dans la bonne position en fonction de ce flux d'air, c'est-à-dire l'aspiration vers la façade et l'extraction vers l'arrière du PC, le Ventirad va servir également de passerelle pour cet air. Mais comme je l'ai dit, il y a plusieurs types de flux d'air et il y en a même qui sont très particuliers. C'est-à-dire que leur flux d'air il est ni vertical ni horizontal. C'est un petit peu entre les deux, mais pas très... voilà. Oui, je regarde par là parce que j'ai un PC qui est concerné. J'ai monté un PC juste à côté de moi, je vais vous montrer tout de suite. Parfois, vraiment, quand je regarde ce genre de boîtier, je me demande pourquoi ça a été fait comme ça. C'est pas forcément une critique dans le sens où si le constructeur l'a fait, bah, c'est qu'il devait savoir ce qu'il faisait. Mais du coup, bah, finalement, ça complique un petit peu la situation et ça nous pousse même à faire plus de frais que le boîtier. Enfin, je vais vous montrer tout de suite pourquoi, parce que vous devez peut-être pas comprendre. Donc voilà, peut-être que vous le reconnaîtrez, ou alors peut-être que non. Il s'agit du H510 de chez NZXT. Et c'est le H500i tout court, c'est pas le modèle Elite. Et je pense qu'il est vraiment parfait pour vous montrer à quel moment peut être intéressant un water cooling plutôt qu'un Ventirad. Donc là, déjà, si on observe un petit peu le boîtier, on peut voir que au niveau de l'avant, il n'y a pas de ventilateur. C'est pas genre il y en a que 2 ou alors il y en a que 1, il y en a juste pas du tout. En plus de ça, la façade est complètement recouverte. La seule entrée d'air c'est sur la gauche et elle est vraiment infime. Donc du coup, on se retrouve avec quelque chose qui peut très vite devenir un four. Si vous agissez de façon normale en mettant n'importe quel Ventirad n'importe comment, vous allez vous retrouver avec un boîtier qui chauffe beaucoup. Et c'est pour ça que ce boîtier il est connu pour chauffer. Donc là actuellement, vous pouvez voir que j'ai mis un Ventirad. C'est un Ventirad de chez Arctic. C'est le modèle Freezer i13X. Je vous montre la boîte un petit peu plus près. Vous verrez également le Ventirad de plus près. Je vais pas juste vous montrer la boîte. C'est un Ventirad qui est vraiment parfait pour ce genre de processeur. Dans le PC, j'ai mis un i5 10600K, un processeur qui en a dans le bid, mais qui chauffe pas non plus des masses. La façon dont je l'ai positionné là, c'est la façon assez standard quand on a un flux d'air horizontal. C'est-à-dire que là, comme je l'ai dit, il aspire l'air qui est devant lui et il le rejette par ici. Donc ici, on a le rejet d'air qui sort à l'arrière du boîtier. Pour l'instant, le processeur n'est pas en utilisation, donc l'air est très frais, mais voilà, si je commençais à l'utiliser, j'aurais de l'air chaud qui sortirait directement par là. Et ici, il va aspirer l'air. Le problème, c'est qu'en façade, j'ai pas de ventilateur. Donc au final, quel air il aspire? Il va certes aspirer un petit peu d'air chaud, d'air ambiant qui se trouve ici dans cette partie du boîtier. Mais étant donné que j'ai pas déjà une poussée à la base, ça va être beaucoup moins efficace. Donc là, mon positionnement du Ventirad, il est pas du tout bon. Un petit tip qui pourrait résoudre partiellement la problématique de ce boîtier, c'est qu'il a une sortie d'air juste ici, avec un ventilateur qui aspire l'air par ici et qui le fait ressortir par là. Petite précision, petit point que j'ai pas du tout spécifié lors du tournage de cette vidéo, lorsque vous recevez le boîtier, par défaut, le ventilateur est placé en aspiration. Donc en gros, il ne va pas extraire l'air du boîtier, mais l'aspirer à l'intérieur. Du coup, si vous voulez procéder à la méthode dont je vais parler maintenant, ce sera à vous de retourner manuellement ce ventilateur. Ce que je pourrais faire pour un petit peu résoudre cette problématique et que voilà, mon Ventirad soit un minimum efficace, ça va être juste de le retourner, voilà, à 90 degrés, de le positionner comme ceci. Déjà d'une part, l'extraction d'air chaud du processeur se fera par ici, et en plus de ça, ici, on va aspirer un petit peu de chaleur qui est créée par la backplate. Donc on a quelque chose d'un tout petit peu plus petit. Mais ça règle pas le problème que ici, on va avoir une zone chaude et un petit peu partout dans le boîtier en fait. Le problème avec ce boîtier, encore une fois, c'est que bon, on aimerait bien si possible l'avoir au plafond parce qu'en façade, ça crée beaucoup de débats. Même moi, je suis pas du tout adepte des water cooling en façade, mais bon, selon le boîtier, selon la situation, parfois, il faut passer par là. Il y en a qui trouvent que c'est plus opti, il y en a qui trouvent que c'est moins opti. C'est l'éternel débat. Moi, je m'en bats un petit peu les steaks, je vous avoue que je me carre le cul de ce débat, comme tous les autres. Moi, tout ce que je vais faire, c'est vous donner vraiment mon point de vue sur les expériences que j'ai eues. Donc, étant donné qu'ici, on peut pas le mettre au plafond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre en façade. Le problème avec ça, c'est le même que si on mettait deux ventilateurs en façade, l'entrée d'air
est vraiment minime, elle est toute petite. Donc on va pas aspirer de l'air vers le processeur, on va souffler l'air chaud du processeur vers l'extérieur. Si généralement les ventilateurs en façade ça aspire, là on va les mettre en extraction. Pourquoi? Parce que l'extraction généralement dans ce genre de configuration c'est beaucoup plus efficace que l'aspiration. Tout l'air qui va être rejeté ici sur le côté n'aura pas d'autre choix que de sortir, donc il n'y aura pas vraiment d'accumulation d'air. Et après ça, on peut essayer de s'amuser un peu. Soit de vous rester dans les codes de l'hardware, voilà, que tout le monde dit que c'est mieux ça, c'est mieux ça, c'est mieux ça, et du coup vous laissez les ventilateurs tels quels, c'est-à-dire en extraction, et donc par conséquent n'avoir aucun flux d'air. Vous aurez que de l'extraction partout, vous aurez aucun air qui va circuler correctement. Dans ce boîtier, il y aura toujours une zone où ça va être chaud. Soit vous décidez de faire des expériences, de vous amuser et de bidouiller un petit peu. C'est-à-dire que non seulement le ventirad qui est là, je vais le bouger pour mettre un water cooling à la place, les ventilateurs du water cooling, je vais les positionner de façon à ce qu'ils soufflent l'air vers l'avant, air qui va donc se retrouver extrait sur la tranche ici du PC. Et ce que je vais faire, c'est que le ventilateur qui se tourne ici, qui pour l'instant est en extraction, je vais le mettre en aspiration. Comme ça, lui, il va se mettre à aspirer l'air et il va le pousser, il va créer un courant jusqu'au water cooling. Ce qui fait que tout l'air chaud qui est créé par la carte graphique, il va être poussé vers l'avant, il va passer par le radiateur, les ventilateurs et être extrait directement sur le côté. Je vais faire un petit test vite fait. Là, je vais d'abord fermer le boîtier parce qu'évidemment, sinon ce serait de la triche. Donc là, on peut voir que, comme je l'avais dit tout à l'heure, on a des températures entre 30 et 40 degrés au repos. Je le rappelle donc, on est toujours sur le ventirad, le Freezer i13X de chez Arctic. J'ai encore jamais fait de vidéo dessus, je vous l'avais encore jamais présenté, mais voilà, pas mal du tout pour les processeurs de type i5, i7, Ryzen 5, Ryzen 7. Clairement, il a beau être assez petit et compact, il en est pas moins costaud, hein, c'est quand même de l'Arctic. Donc pour les processeurs de cette gamme-là, ça fera parfaitement l'affaire. Ce qu'on va faire donc, c'est d'abord un petit test de température avec le ventirad dans cette direction-là, qui est donc pas l'idéal puisqu'il n'y a pas de prise d'air à l'avant. Ensuite, on va l'inverser pour voir si c'est suffisamment efficace, si ici ça va extraire l'air non seulement de la carte graphique mais en plus du processeur. Et après ça, je vais donc installer le water cooling à l'avant pour voir ce que ça va donner. On va voir que les températures sont quand même assez vite montées. Là, ça va, on est encore à 60 degrés, 60, 70. Pour un i5, ça reste quand même pas top de monter à 70 dès qu'on tape un petit peu dans le processeur. On pourrait se rediriger vers des ventirad qui sont beaucoup plus gros, il y en a, hein. Ça résoudra que partiellement le problème. Parce qu'au final, le vrai problème, c'est pas juste le processeur, c'est pas que le refroidissement du processeur, c'est tout le reste de l'air qui s'accumule dans le PC. Donc voilà, ce que je fais là, c'est que je vais lancer un petit benchmark sur Shadow of the Tomb Raider. On va voir comment réagissent les températures globales du PC. Moi, déjà ici, j'ai de l'air chaud qui sort. Ce qui en soi est normal, mais c'est quand même de l'air bien chaud. Donc là, on peut voir que voilà, progressivement, les températures montent, que ce soit au niveau de la RAM, des disques durs, de la carte graphique, de tout. Évidemment, c'est pas dès le lancement que tout va se chauffer, mais c'est juste que il y a une accumulation d'air chaud qui commence à se faire dans le PC. Ce qui veut dire que plus on va utiliser le PC sur la durée, plus le jeu va tourner, plus l'air chaud risque de s'accumuler et du coup de réchauffer le reste des composants. Parce que là actuellement, ma seule... Oh putain, c'est vachement chaud. Hein. Bon, j'en ai assez vu là pour le coup. Ce que je vais faire, c'est que je vais donc retourner le ventirad pour voir si ce flux d'air qui est proposé par ce boîtier en mettant le ventirad voilà à 90 degrés est efficace ou non. C'est ce qu'on va regarder. Moi, j'ai encore jamais essayé. Donc j'éteins ce PC et on va vite retourner tout ça et voir ce que ça donne. Et donc voilà, là notre ventirad, il est placé de façon un petit peu étrange. Hein. Il va donc aspirer l'air ici pour le recracher ici. Normalement, c'est un flux qui est adapté à ce boîtier. Le problème, ça restera toujours l'air qui est ici. Mais en attendant, on va voir si ça a un impact sur le processeur et sur la température de la carte graphique également. Après, il y a un risque aussi, c'est que du coup, l'air chaud qui va monter directement dans le radiateur peut également chauffer lui-même le processeur. Donc c'est pas garanti que ce soit nickel. Alors, ouais, on est à des températures plus ou moins similaires à celles qu'on avait tout à l'heure. On est toujours sur du 36-37, mais parfois il y a des pics à 40-41, ce que tout à l'heure on n'avait pas. Il y a une des cœurs qui viennent de passer à 44 et 45 degrés. Donc au final, c'est pas du tout opti. C'était l'un des risques parce que du coup, certes, l'air qui est aspiré par la carte graphique, il va être expulsé par le haut aussi, mais du coup, il passe également par le radiateur, ce qui fait que ça a quand même un impact sur la chaleur du processeur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit test, de nouveau un benchmark pour voir si ça a une réelle incidence sur la température du processeur et de la carte graphique. Même si je me doute que la carte graphique va être un petit peu soulagée, mais du coup, c'est le processeur qui va prendre cher à sa place. Ok, contrairement à ce que je pensais, le processeur il prend pas plus dans la tronche, du moins en jeu, je veux dire, la carte graphique, même quand elle souffle de l'air chaud, le processeur ramasse pas plus. Mais par contre, la carte graphique, elle est un petit peu soulagée. Elle a moins d'air chaud qui s'accumule sur le dessus. Mais par contre, pour le reste des composants, c'est toujours pareil, ils prennent quand même dans la tronche. Donc maintenant, le test ultime, ce qu'on va faire, c'est donc ce petit système de water cooling avec la poussée vers l'avant. On va voir si ça fonctionne correctement. Déjà, on va voir si ça passe parce que j'ai l'impression que ma carte graphique, elle est trop grande. Et du coup, si elle est trop grande et que le water cooling passe pas, j'aurais fait tout ça pour rien. Donc, je fais les petites modifications et on se retrouve juste après. Et voilà, on se retrouve maintenant avec le boîtier qui est monté, enfin le water cooling qui est monté dans le boîtier. Bon, j'ai mis la pompe de façon à ce que ce soit le plus pratique possible pour le montage parce que clairement, la RAM ici, là, elle m'a bien cassé les couilles, elle m'a empêché de mettre de la pompe de ce sens-là et du coup on se retrouve avec un cordon, les tuyaux qui sont dans un sens dégueulasse, mais on s'en fout parce que c'est vraiment pas ça qui va faire une différence au niveau du refroidissement, on est très bien comme ça. Et alors du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on se retrouve directement avec des températures au repos qui sont plus basses. Vous pourriez dire oui mais c'est normal, l'autre c'était un ventirad pas top et là c'est un water cooling, mais pas du tout, dans le sens où je me suis quand même assuré que ce ventirad tienne la route par rapport au water cooling. Du coup j'ai fait le test sur une table de bench avant pour un petit peu comparer les deux et on gagnait peut-être 2 à 3 degrés sur le water cooling, ce qui est pas énorme en soi. Tout à l'heure quand je
lancé un benchmark sur Shadow of Tomb Raider, on était avec des températures qui commençaient déjà à 35-36 degrés. Et sur la longueur, on accumulait la chaleur et on se retrouvait avec des 37, 38, 39, voire 40 degrés. Ici, on a commencé directement avec 28 ou 29 degrés et sur la longueur, on est monté à 30, 31 degrés. Et là, je parle pas du processeur, je parle des autres composants, de la température ambiante du PC, que ce soit la RAM, le SSD, la carte graphique. Elle est quand même montée pas mal, un petit peu moins que tout à l'heure, la différence n'était pas énorme, mais elle est quand même montée un petit peu moins que tout à l'heure. Mais alors, c'est surtout la température ambiante du PC qui était intéressante, qui était vachement plus dégagée, parce qu'il y a un flux qui pousse tout ça vers l'extérieur. Ce qui fait que du coup, moi, quand je mets la main ici sur le côté gauche, je sens l'air chaud qui sort. Et du coup, c'est là que je voulais en venir en fait en faisant cette vidéo, c'est pour vous expliquer que voilà, sur certains boîtiers, en fonction du flux d'air qu'ils proposent de base, il va falloir faire le choix entre water cooling ou ventirad. Il y a évidemment d'autres arguments comme le fait qu'un water cooling fait moins de bruit qu'un ventirad. C'est plus esthétique également, vu que les ventirades, souvent vous avez un gros bloc comme ceci, parfois vous avez quelques LED dessus, il y a quelques petites fantaisies qui sont faites mais sans plus, alors qu'un water cooling ça laisse beaucoup plus de place pour admirer les autres composants, les pompes sont assez souvent esthétiques, et puis de manière générale, un water cooling c'est toujours un chouïa meilleur qu'un ventirad. Après ça dépendrait quel ventirad, parce qu'il y a des ventirades qui sont vraiment pourris, comme il y a également des water cooling qui sont vraiment pourris. Celui-ci par exemple c'est loin d'être le plus gros qui existe, on va retrouver des beaucoup plus gros du côté de chez Noctua, du côté de chez Corsair avec le A500, mais le A500 qui aurait pris, je sais même pas s'il serait rentré dans ce boîtier en fait, mais voilà, il aurait pris vraiment beaucoup d'espace à l'intérieur, et on aurait peut-être gagné 2 degrés, 3 degrés, pas beaucoup plus que celui-ci. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, celui-ci pour refroidir un i5 ou un i7, il fait déjà pas mal le taf. Un water cooling ça peut être très intéressant aussi quand vous voulez créer un flux vertical, c'est-à-dire que vous avez des ventilateurs qui vont créer une poussée d'air vers le haut, et que votre water cooling sera mis en plafond et va extraire l'air vers le haut également. Évidemment quand vous faites ça, vaut mieux avoir la carte graphique à la verticale parce que sinon elle va complètement péter le flux. Là par exemple une carte mise à l'horizontale comme ceci, l'air va la percuter, il va pas remonter donc ça sert à que dalle. Mais à partir du moment où vous allez la mettre à la verticale, non seulement le flux va être continu, mais en plus de ça, tout l'air qui va être extrait par la carte graphique par l'arrière, par la backplate, il sera également emporté vers le haut. Moi c'est ce que j'ai dans mon PC et j'ai vraiment aucun problème de chauffe. Ça c'est ce qu'on appelle un flux vertical, donc des ventilateurs vers le bas qui poussent vers le haut et un water cooling en haut qui aspire et qui extrait tout vers l'extérieur. Donc là le test je l'ai fait avec celui-ci, avec ce boîtier parce que j'ai souvent entendu c'est un four. NZXT ils font des boîtiers fours, surtout le H510, tout ça. Et c'est vrai que si on gère pas bien le flux d'air dedans, ça chauffe très vite. Donc on peut dire oui c'est un four, mais il faut savoir le manier. Sinon moi je trouve que c'est un boîtier cool en soi, hein. On a de l'acier partout, on a une vitre assez sympa, on a un cache à lime. Le boîtier est très basique, hein, il est très plat et tout, mais ça peut plaire. Moi ça va, ça me déplaît pas. Et puis pour le câble management, voilà, l'agencement des câbles c'est fait sans trop de problèmes, c'est assez bien, il est assez bien complet. C'est un boîtier vraiment tout ce qu'il y a de plus simple, il est cool, je pense que vous le connaissez depuis le temps. Le seul problème voilà, c'est cette gestion de l'airflow qui est pas ouf. Si bêtement juste au lieu de mettre une seule aération, une seule sortie ici, ils en avaient mis deux, on aurait pu mettre un water cooling en plafond et ça aurait été très cool, ça l'aurait rendu beaucoup plus facile à manager. Et sinon pour le water cooling que j'utilisais dedans, c'est un que j'ai depuis un bon moment déjà, c'est aussi du NZXT, c'est le X53 il me semble. J'ai envie de faire quelque chose d'encore plus complet parce que voilà, ça c'est une vidéo qui est faite avec mes connaissances à moi, mais comme je le rappelle, j'ai pas la science, il y a pas beaucoup de gens qui ont la vraie science, il y en a mais voilà, on les trouvera pas forcément sur YouTube ou sur les forums et tout ça, je m'inclus dedans, hein. Je ne dis pas que je sais mieux que les autres, hein, loin de là. Mais moi ce que j'ai envie de faire c'est vraiment d'approfondir à fond mes connaissances dessus et de me tourner vers quelqu'un qui est vraiment spécialisé à fond dans la ventilation, dans l'airflow, dans le flux. Mon pote Direct avec qui on a déjà fait des vidéos, vous avez vu aussi sur des vidéos de Guillaume et probablement d'autres youtubeurs. Pourquoi pas un jour faire une vidéo à ce sujet-là justement, pousser un petit peu plus nos connaissances sur toute la gestion de l'air en fait. Dans un PC, hein, pas dans la météo et des nuages et tout ça parce qu'on s'y connaît pas trop. Mais en tout cas si ça vous intéresse, voilà, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Du coup moi j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez un petit peu compris les bases de l'airflow, comment ça fonctionne, que maintenant vous pourrez un petit peu différencier à quoi sert exactement un water cooling, à quoi sert un ventirad. Ils ont la même utilité, mais ce que je veux dire c'est que comme vous avez pu le voir, certains sont plus efficaces en fonction du boîtier. Il y a des boîtiers qui correspondront parfaitement à un ventirad et d'autres qui correspondront parfaitement à un water cooling et d'autres où ce sera même presque indispensable de mettre un water cooling. Après il y a le water cooling custom, je sais que ça fait un petit moment que vous me posez des questions là-dessus, ça viendra dans les semaines ou mois à venir. C'est en projet depuis quelques mois maintenant et vous allez voir que si ça tarde, c'est pas pour rien. Non seulement il faut attendre certaines pièces qui sont encore en cours de production, mais en plus de ça, il va me falloir de l'espace pour accueillir un monstre pareil. En attendant, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à y laisser un like et à la partager pour me soutenir, à vous abonner à ma chaîne YouTube sans oublier de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications lorsque je vais sortir de nouvelles vidéos, à me rejoindre sur mes réseaux Twitter, Instagram, Twitch et à regarder des vidéos qui s'affichent actuellement à l'écran. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye les gens.